Alors, au cours précédent, j'ai commencé à examiner les rapports entre les Perses et les habitants de la vallée du Nil, ce que j'appelle, une expression qui vous a peut-être un peu étonné, les gréco-égyptiens, pour n'oublier personne, à la fois les Égyptiens et ceux de langue grecque, donc durant les 10 ans de la conquête sassanide de 619 à 629. Alors, après avoir présenté la documentation en pelvi, en moyen perse, je vous ai montré que celle-ci ne faisait pas beaucoup de place aux gréco-égyptiens. On avait vu que, par exemple, on ne voyait aucun nom, aucun anthroponyme gréco-égyptien dans cette documentation, et que ces papyrus pelvi ne comptaient aucun texte bilingue, pelvi grec. Nous avions vu que la dizaine de papyrus qui contenaient à la fois des textes en pelvi et en grec n'étaient en fait pas de vrais textes bilingues, mais des papyrus réutilisés. Alors cette absence de papyrus bilingue témoigne, comme je vous l'avais dit, de la politique très pragmatique des Perses qui n'ont pas essayé d'imposer leur langue, mais autant qu'ils le pouvaient, ont eu recours au grec et plus généralement aux structures de l'État byzantin. Nous avions même pu identifier plusieurs Perses capables de communiquer en grec avec les Gréco-égyptiens directement et non pas, ce qui est plus étonnant, par le truchement de secrétaires grecs, grâce à un groupe, vous vous souvenez, de lettres grecques écrites par ailleurs selon un format que j'avais dégagé comme étant typiquement perse. Du côté égyptien, je vous ai dit que nous ne pouvions pas escompter le même type d'adaptation, ni le même désir d'ailleurs de communication, du fait à la fois de la méconnaissance totale de la langue perse et des préjugés à l'endroit des Perses, que maintenait, je dirais, dans l'inconscient collectif un antagonisme millénaire dans l'histoire grecque avec les guerres médiques et dans l'histoire de l'Égypte avec les occupations achéménides. Alors, le problème qui se posait aux Gréco-Égyptiens de 619 était de savoir si ces préjugés, nourris par l'histoire lointaine, étaient fondés et si les Sassanides allaient se montrer, je dirais, à la hauteur de leur déplorable réputation. Or, les récits de l'occupation perse livrés par les sources littéraires semblent confirmer toutes les craintes que pouvaient avoir les Gréco-Égyptiens. Mais ces sources ne sont ni très nombreuses, ni très fiables. Alors, en l'absence de la perte des chapitres qui couvrent les années 610-640 dans la chronique de Jean Nikiou, l'historien de langue grecque, mais témoin, parce qu'égyptien témoin des événements, là, en l'absence de la perte de ces chapitres, nous devons surtout nous appuyer sur des textes hagiographiques et sur l'histoire des patriarches de l'Église copte d'Alexandrie, qui est une compilation de biographies des patriarches de l'Église anti-chalcédionienne, donc anti-byzantine d'Égypte, qui nous est parvenue dans une version arabe, mais incluant des matériaux antérieurs en copte et même en grec. Léontios de Néapolis nous raconte, par exemple, dans la vie de Jean l'Aumônier, qui était alors évêque chalcédonien, donc du côté du pouvoir byzantin, Alexandrie. Léontios de Néapolis nous raconte la confusion que créa la nouvelle de l'approche des Perses. Il parle de la foule innombrable de ceux qui fuyaient les Perses en encombrant la cité d'Alexandrie, mais je vois qu'il y a un problème avec le PowerPoint. Je continue, tant pis. Et donc, il parle de cette foule qui accourt, qui fuit les Perses et qui accourt à Alexandrie, et qui viennent trouver Jean l'Aumônier, comme nous dit Léontios de Néapolis, comme vers un port sans vagues, demandant de jouir eux aussi de son aide. Jean l'Aumônier ne va pas les réconforter très longtemps puisqu'il décide lui aussi de fuir en quittant sa charge en compagnie du gouverneur d'Alexandrie, Nikétas.
Alors l'histoire des patriarches est plus loquace que la vie de Jean l'Aumônier sur la destruction et les massacres perpétrés par les Sassanides. Elle raconte comment le général en chef des Perses, qui est appelé dans le texte de la vie de l'histoire des patriarches, le texte arabe, le salar, j'aurai l'occasion de revenir sur ce terme, fit rassembler tous les Alexandrins de 18 à 50 ans et les fit passer par le fil de l'épée. Je vous lis le texte de l'histoire des patriarches. Le salar commanda à tous les jeunes hommes de la cité d'Alexandrie de 18 à 50 ans de sortir de la cité, et de recevoir 20 deniers chacun. Aussi, tous les jeunes hommes de la cité se réunirent et leurs noms furent inscrits tandis qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir le cadeau qu'on leur avait promis. Et quand le salar sut que tous étaient sortis et qu'il n'en restait plus aucun dans la cité, il ordonna à ses troupes de les encercler et de les passer par le fil de l'épée. Le nombre de ceux qui furent massacrés fut de 8000. L'histoire des patriarches nous raconte aussi comment les Perses ravagèrent les 600 monastères, chiffre très probablement exagéré, formant l'agglomération monastique connue sous le nom de l'Énatone. L'Énatone, pourquoi Énatone? Ça veut dire neuf en grec, c'est tout simplement que ce conglomérat de monastères était situé... Voilà. Je vous montre où se trouve... 2 secondes, le temps de récupérer voilà. Voilà, vous voyez où se trouvent les natones, j'espère maintenant à l'écran. C'est à 9000 d'Alexandrie. Et donc, l'histoire des patriarches explique comment ces 600 monastères ont été ravagés, comment les moines de ces 600 monastères ont été tués par les Perses. Cette histoire nous raconte enfin comment les Perses exterminèrent les moines vivant dans les ermitages autour de Nikiu, que vous avez à l'écran. Voilà. Alors on peut soupçonner évidemment quelques exagérations dans la relation que fait de la conquête sassanide l'histoire des patriarches, qui a toujours la dent très dure contre les Perses, alors même que ceux-ci ont joué le jeu de l'Église copte, de l'Église anti-chalcédonienne, contre les Chalcédoniens, en l'ayant débarrassé de l'évêque chalcédonien Jean l'Aumônier. Je vous ai dit que celui-ci avait fui lorsque les troupes étaient arrivées. En permettant aussi à l'évêque antichalcédonien Andronikos, qui a régné de 616 à 622, de rester en place, et en acceptant son successeur, Benjamin Ier, qui fut sur le trône épiscopal de 622 à 661, qui put même d'ailleurs se réinstaller à Alexandrie. Donc vous voyez, exagération probablement de la part de l'histoire des patriarches, exagération que l'on retrouve dans une page interpolée aussi à l'époque arabe de la vie de Chénouté par Bessa, dans laquelle le Seigneur vient prophétiser à Chénouté ce qui adviendra durant la conquête sassanide. On a là un de ces exemples de prophéties faites a posteriori, qui fleurirent sous les Arabes et qui constituaient même un genre qu'on appelle celui des apocalypses, le plus connu étant l'apocalypse de Samuel de Calamoun, dont je reparlerai plus tard au sujet des Arabes. Alors je vous lis un passage de cette page, interpolée dans la vie de Chénouté. « Les Perses se révolteront contre les grands de Mossoul, ils viendront en Égypte et feront un grand massacre, ils pilleront les enfants des Égyptiens et vendront leurs enfants à prix d'or, par suite de leur despotisme excessif et de leur injustice. Plusieurs seigneurs seront maîtres et plusieurs esclaves seront seigneurs. Les Perses causeront à l'Égypte un grand malheur, car ils prendront les vases sacrés de l'Église et y boiront du vin devant l'autel sans crainte et sans effroi. Ils violeront les femmes devant leurs maris. » Voilà, on pourrait continuer, le texte ne manque pas de détails sur les persécutions et les ravages commis par les Perses.
L'image très négative de la conquête perse dans le Proche-Orient, amplifiée à l'époque moderne par certains historiens et archéologues modernes, très marquée, je dirais, par les sources littéraires anciennes, a d'ailleurs été quelque peu révisée à la baisse ces dernières années. Je vous signale l'article de Cliff Foss intitulé The Persians in the Romania Est, publié dans le Journal of Royal Asiatic Society de 2003, où on a affaire justement à ce type de révision. On ne peut cependant nier que l'archéologie confirme les destructions liées à l'arrivée des Perses, au moins dans la région d'Alexandrie, comme le montre par exemple la stratigraphie du sanctuaire d'Aboumina, près d'Alexandrie. Voilà une image de ce sanctuaire. Mais il se pourrait bien que ces saccages et ces violences correspondent à la phase initiale de l'invasion sassanide, celle de la conquête proprement dite, et que le reste de l'occupation, les 10 ans d'occupation, se soit déroulé dans une relative tranquillité, mais nous manquons d'éléments datés pour garantir une telle chronologie. Alors, que nous disent, après avoir passé en revue les quelques passages des textes littéraires nous parlant de la conquête perse, que nous disent les documents papyrologiques, dont on doit attendre peut-être plus d'objectivité que les sources hagiographiques ou les annales ecclésiastiques, et qui pourraient témoigner plus sûrement de l'état d'esprit de la population concernant le nouvel envahisseur et de ses échanges avec lui. Alors, peu de documents nous parlent des Perses. Je voudrais vous présenter les plus importants. Nous avons une lettre en copte qui semble faire allusion à l'arrivée des Perses dans la région thébaine, donc au sud de l'Égypte, et du grand témoin que sa nouvelle a suscité. Elle est adressée à l'abbé éponyme du monastère de Sainte-Épiphane, enfin du monastère d'Épiphane, donc qui se trouve dans la montagne thébaine, sur la rive ouest du Nil, où cette lettre a été retrouvée. Alors voici le texte. Je saute la formule de salutation pour en venir directement au contenu, à l'objet de la lettre. Je supplie ta paternité de te souvenir de moi dans tes saintes prières, que Dieu puisse nous sauver de ces hommes qui ont trouvé chemin jusqu'à notre région. Alors le texte utilise le mot grec Kora, qui doit désigner ici le nome, je vous ai parlé de ce district, car déjà une grande affliction, le texte copte utilise le mot grec thlipsis, une grande affliction s'est saisie de nous et des pauvres. Et Dieu sait que s'il s'empare de Né, c'est-à-dire Thèbes, la région tout entière sera en grand danger. Mais sois assez bon pour prier que Dieu puisse les disperser. D'ailleurs, comme je l'ai dit, s'ils prennent le pouvoir, il y aura une grande détresse. Et là encore, le rédacteur copte utilise un mot grec pour désigner la détresse qui est ananké. Il y aura une grande détresse dans toute la région. Que tout cela nous soit mis sur le compte de nos péchés. Dans d'autres lettres provenant du même monastère d'Épiphane, évoquent les Perses. La lettre 198 évoque des troubles sans que l'origine n'en soit précisée. La lettre 300 parle de l'arrivée des Perses au sud. La lettre 324 nous apprend que les Perses sont à Né, c'est-à-dire à Thèbes, et évoque l'arrivée prochaine des Perses, c'est-à-dire la traversée du Nil et l'arrivée des Perses sur la rive ouest. Bon, on a aussi une lettre, la lettre 170, qui évoque les rapts de personnes par des barbares, nous dit la lettre, mais rien ne précise qu'il s'agisse réellement de Perses. Une lettre copte de provenance inconnue, que vous avez à l'écran, évoque les mouvements de population auxquels la nouvelle de l'arrivée des Perses a pu donner lieu. Le rédacteur dit être monté au nord avec sa femme et ses enfants à cause des Perses. Vous avez au milieu la phrase « Je suis venu au nord à cause des Perses et amené ma femme et mes enfants au nord ». Bon. D'autres textes font allusion à des rapports conflictuels avec les Perses. Par exemple, ce texte de Berlin,
qui est une lettre copte qui mentionne les Perses, qui mentionne, semble-t-il, une insurrection et peut-être un otage. Mais dans son état actuel, cette lettre très endommagée ne permet pas d'assurer vraiment le sens du contenu de cette lettre. L'éditeur propose de la comprendre ainsi. Durant l'occupation sassanide, Théos, qui était peut-être l'évêque d'Hermopolis, écrit à un groupe de rebelles qui occupe Hermopolis et y a mis le feu. L'évêque condamne cette rébellion, considérant que les Perses n'ont rien fait qui justifie cette violence. Il semble être prêt à donner son fils comme otage, en gage du bon comportement des rebelles. Ça, c'est l'interprétation de l'éditeur. S'il a raison, cette lettre prouverait que la population civile se serait insurgée à l'occasion de l'invasion perse et que l'Église aurait collaboré avec l'occupant. J'ai dit tout à l'heure que les Perses ont probablement soutenu les anti-chalcédoniens, c'est-à-dire l'Église monophysite d'Égypte. Mais cette interprétation du texte, du fait de ses lacunes, me semble malgré tout sujette à caution. Un autre texte, papyrus de la collection Yandana, qui est maintenant à Gießen, en Allemagne, le rédacteur de cette lettre écrit à son correspondant qu'il n'a pu assurer le transport de marchandises à son attention car il est tombé entre les mains des Perses et lui demande son secours. Alors, je vous présente un texte et une traduction révisée de ce texte. Aide-moi et sois patient ou bien sois indulgent pour moi jusqu'à ce que je vienne apporter cette cargaison. Comme ta magnificence a appris que je suis entre les mains des Perses, apporte-moi donc, maître, ton aide jusqu'à ce que je vienne. Là, il y a une lacune, il est question de la cargaison. Ta magnificence a appris que je n'ai plus d'argent en poche maintenant, sois en bonne santé, maître. Bon. Donc on voit qu'il a été, à un certain moment, kidnappé par les Perses. Autre texte, cette fois-ci en copte, il s'agit d'un fragment de lettre sur papyrus qui se trouve au musée du Louvre et qui fait partie des archives de cette importante figure du christianisme égyptien, Pysinthios, évêque de Coptos, qui est aussi connu par des sources littéraires. Ces archives, malheureusement, ont été très mal éditées au XIXe siècle, et on attend impatiemment la révision et la nouvelle édition de ces textes très importants, ainsi qu'un certain nombre d'inédits qui se rattachent à cet ensemble, et de réédition qui est actuellement menée sous la houlette de Jacques van der Vliet de l'Université de Leyde et Florence Calamant du musée du Louvre. En l'état, je vous présente l'édition, la première édition, qui est, comme je disais, sujette à caution. Il s'agit donc d'une lettre adressée à Pysinthios de Coptos, dont on sait par ailleurs par les sources littéraires qu'il s'était réfugié dans un monastère de Djémé. Il avait quitté le siège épiscopal pour se réfugier dans un monastère sur la rive ouest durant l'occupation perse. Et c'est là, dans ce monastère, que deux lachanés, c'est-à-dire deux magistrats villageois, deux administrateurs civils d'un village appelé Pékos, lui envoient cette lettre pour l'informer que des soldats, alors la lettre parle de soldats assyriens, il faut évidemment comprendre perses, ont enlevé une jeune égyptienne et l'ont amenée à leur chef. Et ils se saisirent de ces Assyriens, j'allais les interpeller au sujet de la file de Phrastès, car en tout lieu, les Assyriens saisissent les filles pour les amener à, et là malheureusement on a une lacune, on a juste la fin du nom, Ané, qui est leur général, et c'est bien dommage, on aurait bien voulu savoir quel était le nom de ce général. J'ai envoyé vers lui le diacre Phanès avec des gens, et par hasard, le prêtre Guénade était avec eux. J'ai donc envoyé dire par leur intermédiaire « laisse la fille ». En effet, partout, ils se saisissent de filles, des gens, et les emmènent, etc., etc. Il est question aussi d'un enlèvement de filles ou de femmes dans un autre fragment de lettres du même dossier. Voilà. Alors, peut-être plus intéressant est le texte que vous avez à l'écran, qui est un ostracone qui se trouve actuellement au musée copte du Caire, qui a été édité par Drescher dans le bulletin de la Société d'archéologie copte de 1944, qui est une requête adressée par une veuve à l'évêque Pysinthios de Coptos, donc comme les deux lettres précédentes.
Alors je vous lis la traduction en sautant la partie initiale de la lettre, qui est une captatio benevolentiae, comme on a souvent dans ces lettres suppliques. Je suis une pauvre femme misérable entre tous les êtres humains sur la terre, durement opprimée par l'affliction et la tristesse, et découragée, car mon mari est décédé, mon fils a été blessé par les Perses, et mon bétail a été emporté par les Perses. Me voilà maintenant qui prie ta paternité d'envoyer chercher le Lachané, toujours ce magistrat villageois, de Djémé, Djémé étant l'agglomération la plus importante sur la rive ouest de Thèbes, donc Lachané de Djémé et de Amos, et de leur demander de me laisser tranquille dans ma maison et de ne pas me faire partir du nome. Le texte dit ne pas me faire partir à l'étranger, puisque lorsqu'on sortait de son district, évidemment, on était comme à l'étranger. Ils m'ont en effet dit « Tu es responsable du champ. Par ailleurs, le fils que j'avais a été découragé et il est parti. Et la paire d'animaux que les Perses avaient laissés, le créancier s'est présenté, l'a prise et l'a vendue pour rembourser l'argent que je lui avais emprunté pour les impôts. Prends pitié de moi et qu'on me laisse tranquille dans ma maison. » Encore plus intéressant est ce papyrus, qui fait partie de la collection des papyrus Russie et de Géorgie, publié dans le tome 4, sous la forme d'un appendice. C'est une lettre grecque qui provient très certainement du Fayoum et qui témoigne des mauvais traitements subis par un Égyptien de la part des Perses et qui pourrait accréditer des sentiments de haine au sein de la population d'Égypte envers l'envahisseur sassanide. L'auteur de cette lettre est assurément un copte, d'après le niveau catastrophique de son grec, et il raconte comment les Perses se sont emparés de lui, l'ont torturé et ont kidnappé ses enfants. Alors, tout n'est pas clair dans ce texte, du fait de la langue extrêmement maladroite qu'utilise le rédacteur, mais le réexamen de ce papyrus à mon séminaire ces 2 dernières semaines a permis, j'espère, d'en améliorer la compréhension. Alors je vous lis la traduction. Donc traduction tout à fait révisée de ce papyrus. Mon bon maître sait que j'ai subi beaucoup de tourments à cause de, malheureusement il y a une lacune, mais aussi des Perses. Ils sont arrivés à Téniès. Alors là, il y a un problème de texte, mais on a probablement le nom d'un lieu-dit qui n'est pas identifiable pour l'instant. Ils sont venus et ils m'ont emmené dans leur camp. Alors je m'arrête parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à cet endroit-là du texte. L'auteur utilise le terme phossatone. Phossatone, eh bien, le premier éditeur voyait dans ce mot le toponyme correspondant à la future Fustat. Fustat, qui est la capitale que les Arabes ont installée en Égypte. Fustat est actuellement un quartier du Caire. Cette explication se heurte au fait que le toponyme Phossatone n'apparaît dans les papyrus qu'avec les Arabes et qu'il est lié au campement, puisque Phossatone est un mot grec qui vient du latin fussatum, qui veut dire camp entouré d'un fossé, et donc ce mot est lié au campement que les nouveaux conquérants avaient installé près de Babylone, que les arabo-musulmans avaient installé près de Babylone. Malgré Jean Maspero, rien ne prouve que la forteresse romaine de Babylone avait été appelée, dès l'époque byzantine, de ce nom de Phossatone. Alors, quoique non attesté autrement dans les papyrus, c'est très certainement en fait le nom commun Phossatone qu'il faut reconnaître ici, qui veut dire tout simplement, dans le grec de l'époque, un camp, n'importe quel camp à partir du moment où il était retranché. Et donc, on aurait ici affaire au campement des conquérants sassanides, donc désignés par ce mot, campement qui leur servait de quartier général et qui, comme nous l'indique le reste de la lettre, était situé dans le Fayoum. Et je vous ai dit au cours précédent que, d'après la documentation et d'après la provenance d'une partie des papyrus en Pelvie, on subodoré
que le quartier général des Perses était effectivement situé dans l'oasis du Fayoum. Alors je reprends la traduction de cette lettre. Donc les Perses m'ont torturé en me mettant du vinaigre et du marbre dans la bouche et dans le nez. Probablement les deux provoquaient une effervescence qui était effectivement difficilement supportable. J'étais mort comme un de ceux du cimetière. Après 3 heures, la respiration me revint et je me rendis compte qu'ils étaient partis et m'avaient laissé au nord de Leto. Alors Leto est un village qui se trouve, vous avez l'oasis du Fayoum ici, qui se trouve donc à l'endroit que j'ai encerclé de rouge. Dieu m'avait protégé, je n'étais plus entre leurs mains. Je suis allé à Arsinoé, donc vous voyez où se trouve Arsinoé, donc il a fait une marche d'une quinzaine de kilomètres, et comme tu peux le voir, je suis tombé malade, restant alité. Et les Perses ont pris mes enfants plutôt que moi. À peine suis-je venu ici, nu, que je supplie mon bon maître, et là, on a soit une lacune, soit l'utilisation un peu bizarre du verbe supplier de façon absolue. Normalement, on s'attendrait à une infinitive. Alors, cette lettre est, avec celle adressée à Pysanthios, le seul texte papyrologique, le seul document papyrologique qui atteste de mauvais traitements commis par les Perses sur la population. Mais tout récemment, un témoignage épigraphique est venu s'ajouter à ces documents papyrologiques. On a retrouvé en 2013 sur le site monastique de Bawit, je vous montre où se trouve Bawit en Moyenne-Égypte, on a retrouvé une stèle remployée dans la structure de la porte principale du complexe ecclésial, un passage entre la grande basilique et l'église sud que vous avez à l'écran. On a retrouvé, à l'endroit qu'indique la flèche, une stèle qui a été remployée donc, dans la structure de cette porte. Vous voyez la stèle, et maintenant, je vous montre le texte de façon plus rapprochée. C'est la stèle funéraire du notarios. Le notarios, c'est un secrétaire, c'est un sténographe, en fait, peut-être appelé Psalos, fils de Macaré, et de son frère, le moine Ména, qui ont été tués par les Perses, nous dit le texte. Tous les deux. Alors, je dois ces informations à Florence Calaman, qui est conservatrice au musée du Louvre et membre de la mission archéologique de Bawit, qui fouille depuis plusieurs années avec la mission conjointe musée du Louvre, Institut français d'archéologie orientale, qui fouille le site Bawit. Donc je la remercie chaleureusement de m'avoir communiqué ces images et ces informations, qu'elle présentera d'ailleurs au prochain congrès international des études coptes à Clermont en juillet prochain. Ces textes parlent de violences, voire de meurtres perpétrés par les Perses. Mais on ne sait pas dans quel contexte. S'inscrivent-ils tous dans la phase initiale de la conquête, marquée par des violences inévitables, dont témoignent les sources littéraires que je vous ai présentées, ou bien sont-ils à mettre en rapport avec des réquisitions ou des perceptions fiscales, et auraient-ils résulté de tentatives pour rendre plus coopératifs des contribuables récalcitrants? Nous risquons de ne jamais le savoir. Mais la stèle de Bawit favoriserait plutôt la première solution. La mort du second personnage dont parle cette inscription funéraire est datée clairement de la 8e indiction. Alors, le système indictionnel ne permet pas de date absolue, mais comme nous savons que c'est pendant la conquête perse, ça tombe pendant l'année 619-620. Nous sommes donc au tout début de la conquête perse. Mais la date correspondant au décès de l'autre personnage, du frère, malheureusement a son chiffre abîmé, mais il n'est pas
à exclure qu'elle soit aussi de la 8e indiction, auquel cas les deux frères auraient été tués par les Perses lors de la conquête de la Moyenne-Égypte. Et cette stèle serait alors un document extrêmement important sur la chronologie de l'avancée des Perses dans le sud de l'Égypte. Les documents que je viens de présenter, malgré le ton pathétique de certains, je pense à la lettre grecque, ne suffisent pas à prouver l'existence d'un sentiment anti-perse dans la population. En fait, le seul texte, le seul document qui témoigne irréfutablement de ce type de sentiment est un texte grec inédit que j'ai trouvé dans la collection des papyrus grecs du musée de Louvre. Vous l'avez ici à l'écran. Et je voudrais en profiter pour remercier les autorités de ce musée, et particulièrement du département des antiquités égyptiennes, de m'avoir autorisé à l'étudier et à l'éditer. Il s'agit d'une pétition grecque écrite après 629, ce qui en fait, entre parenthèses, la dernière pétition datable qui soit connue dans la documentation grecque. Alors je vous lis juste le passage qui concerne les Perses et qui permet d'ailleurs de dater cette pétition après 629. « Par le passé, j'ai reçu de mes parents un petit vignoble et la gêne au temps des Perses impies m'obligea à le vendre dans de mauvaises conditions à un certain prix. » L'emploi de l'adjectif athéos, mot à mot sans Dieu, pour qualifier les Perses, est d'autant plus fort qu'il n'appartient pas au registre de la langue des documents. On ne le trouve quasiment jamais attesté dans les documents papyrologiques. On ne le retrouve en fait que dans deux lettres d'un certain Hériéus provenant des archives du monastère médicien d'Hathor, où il stigmatise le comportement sans pitié des créanciers. Il est couplé d'ailleurs avec anélémon, qui veut dire sans pitié. Ce n'est pas l'athéisme des Perses qui est ici souligné, mais je dirais leur paganisme, et d'ailleurs l'histoire des patriarches d'Alexandrie dit de Khosroès qui ne connaissait pas Dieu mais adorait le soleil. Donc l'emploi de cet adjectif athéos ici stigmatise à la fois le paganisme des Perses, mais surtout, comme dans les lettres d'Hériéus, leur cruauté. L'être athéos est celui qui ne se conduit pas selon les principes moraux du christianisme, qui n'a pas de Dieu pour modérer ses instincts. C'est le cas des Perses. Il est frappant de constater qu'on retrouve exactement le même adjectif au sujet des Perses dans la vie de Jean l'aumônier de Léontios de Néapolis, dans un passage que je vous ai partiellement cité tout à l'heure, au temps du défunt évêque, donc Jean l'aumônier, les Perses envahirent la Syrie, y firent des prisonniers et la ravagèrent. Tous ceux donc ou presque qui leur avaient échappé, je veux dire aux Perses impies, accouraient vers la personne du très bienheureux, comme vers un port sans vague, demandant de jouir eux aussi de son aide. Et vous voyez le terme qui est utilisé en grec, ton, athéon, personne, exactement comme dans la pétition grecque que je viens de vous citer. Dans la vie de Pysinthios, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, on trouve aussi une expression proche pour dénoter les Perses. Je vous cite le texte. « À cause de nos péchés, Dieu nous a oubliés, il nous a livrés aux mains de ces nations. » Et là, il s'agit évidemment de la nation perse qui est visée, de ces nations sans pitié. Bref, ces rencontres lexicales entre documents et textes littéraires, sources littéraires, montrent l'existence d'une rhétorique miso-perse ou anti-sassanide à l'œuvre dans les sources littéraires sur l'objectivité desquelles nous ne nous faisions pas trop d'illusions, mais aussi dans les sources documentaires plus en phase avec la réalité du quotidien des populations, et rhétorique qui participe sans nul doute d'un racisme anti-perse chez les conquis d'Égypte. Mais le peu d'impact que la conquête perse a laissé dans la documentation papyrologique doit s'expliquer avant tout par le fait que cette conquête n'a pas changé grand-chose à la situation interne de l'Égypte, non seulement du fait de sa courte durée, mais surtout parce que les Perses ne se sont pas limités, ou plutôt se sont limités à une présence militaire en s'appuyant pour le reste sur les institutions en place.
L'impression qui ressort de l'étude des papyrus est celle de deux populations vivant en parallèle qui n'ont pas échangé, pour la majeure partie indifférentes l'une à l'autre, en dehors de l'angoisse et de la confusion des premiers mois, et ensuite de quelques échauffourées qui pouvaient réactiver un racisme bien ancré chez les Gréco-égyptiens envers les Perses. Dans ces conditions, on ne peut s'attendre à un impact du perse sur le grec et vice-versa. On a étudié depuis longtemps les mots perses passés en grec. Mais l'impact de la conquête perse sur le grec des papyrus n'a pas vraiment fait l'objet d'investigations, excepté une contribution que j'ai faite en 2009 dans le Oxford Handbook of Papyrology. Il est vrai que l'on a vite fait de l'évaluer. Si l'on met de côté les mots iraniens déjà entrés en grec et qui peuvent se rencontrer dans les papyrus, alors il y en a une quinzaine, je ne vous les citerai pas tous, j'ai eu l'occasion de vous en citer quelques-uns concernant des vêtements. Vous avez le mot angareia, qui est un mot désignant la réquisition de travail, et plus particulièrement ce qu'on appelle le cursus publicus, qui est un mot d'origine perse. Vous avez le mot gaza, qui signifie trésor, qui est aussi d'origine perse. Le mot batakié ou batakion, qui est un récipient dont l'origine est sans nul doute iranienne. Le mot sampsera, qui est une épée, qui vient du moyen perse. Sisurion, qui est une sorte de manteau, je crois que je vous l'avais déjà cité, et un mot qui est passé directement en français, qui est le mot paradeisos, le jardin qui a donné paradis, et qui vient du moyen iranien pardèse, qui est un parc enclos des nobles ou des rois perses. Donc si l'on met de côté ces quelques mots perses entrés en grec, et que l'on peut occasionnellement rencontrer dans les papyrus, un seul mot perse, un seul, est passé en grec entre 619 et 629. Il est, vous l'avez à l'écran, il s'agit du mot Célarios, que l'on retrouve dans un document copte orthographié Célares, qui apparaît dans les papyrus comme une détermination de personnes, donc soit un nom de métier, soit un nom de fonction. Alors on a mis du temps à interpréter correctement ce mot. Du fait de sa ressemblance avec le latin cella, qui veut dire le siège ou la selle, on y a vu une désignation du cellier, ou bien quelquefois aussi du cheval de selle, puisque ce mot apparaît dans les textes byzantins avec ce sens. Mais Clive Foss a redonné en 2002 aux occurrences papyrologiques leur vrai sens. Il s'agit d'une hellénisation du mot perse salar, alors avec un redoublement analogique du lambda sous l'influence probablement justement du mot latin sela, qui en perse dénote, selon le contexte et les mots avec lesquels il entre en composition, une vaste gamme d'officiers ou d'officiels. Alors, je vous donne la liste de tous les textes papyrologiques, de tous les documents papyrologiques où se trouve ce mot de Célarios, une petite dizaine de textes. La plupart, les 4 ou 5 premiers, proviennent de l'archive de Théopemptos et Zacharias, sur laquelle je reviendrai peut-être, qui est une archive probablement dont on pense qu'elle pourrait venir de Dermontis en Haute-Égypte, mais ce n'est absolument pas certain. D'après cette dizaine d'occurrences papyrologiques, ce titre de Célarios était porté par des soldats, évidemment des officiers, qui étaient bénéficiaires collectivement de réquisitions. C'est le cas des textes de l'archive de Théopemptos et Zacharie. Donc il pourrait s'agir en fait de ce qu'on appelle en moyen perse les paigan salar, c'est-à-dire des gradés à la tête de détachements d'infanterie,
et qui s'oppose d'ailleurs dans les textes grecs au kabbalarios, c'est-à-dire au cavalier. Donc ce titre est porté par ces soldats. Il est porté aussi par des agents du commandement en chef, comme le rémé dont nous avions parlé la semaine dernière, dont la fonction semble être de diriger un relais de poste de l'armée perse. Et il est enfin porté par des personnes beaucoup plus importantes, si on en croit le papyrus de Genève, où le Cellarios est doté du titre byzantin de Magnificentissimus megaloprepestatos, c'est-à-dire très magnifique, qui est un titre qui s'attache, un prédicat honorifique qui s'attache tout spécialement à la fonction de praesès, c'est-à-dire de gouverneur civil, ou à la dignité de comte, et qui se trouve, toujours d'après ce texte, qui pourrait se trouver à la tête d'un domaine, un oikos. Un seul Perse dans les documents papyrologiques est à la tête d'un domaine, eh bien c'est Charalaniozan, dont je vous ai parlé longuement la semaine dernière. Il serait tentant de l'identifier avec le Cellarios du papyrus de Genève, mais l'épithète honorifique est différente puisque Charalaniozan est dit très fameux, famosissimus, alors que le texte nous parle d'un Cellarios qui serait Magnificentissimus. Il n'en reste pas moins vrai qu'en tant que commandant en chef des armées perses en Égypte, Charalaniozan a dû porter le titre de Cellarios, si on en croit l'histoire des patriarches de l'Église copte d'Alexandrie, qui, vous vous en souvenez, appelle le commandant qui conduit l'armée perse en Égypte Salar. Je vous cite le texte de l'histoire des patriarches. Ils appellent leur commandant Muqaddam dans leur langue Al-Salar, qui signifie émir, Al-Amir. On a récemment voulu identifier un autre terme d'époque, d'origine perse, dans un document grec d'Égypte. Il s'agit d'un ordre de réquisition appartenant à ces archives dont je vous ai à l'instant parlé, de Théopemptos et Zacharie, datables de l'époque perse. D'après la réédition de ce texte, il serait question de réquisition à donner, alors je cite le texte, à Georges le Cardax, qui est monté ici, secrétaire du très fameux Charalaniozan. Or, Cardax est un mot perse qui pourrait correspondre au moyen perse Kardag, qui signifie voyageur, marchand, et désignant en perse un mercenaire. C'est un terme perse passé en grec, cité par Polybe en 579-11 et 82-11, ainsi que par le géographe Strabon en 1503-18, et qui est glosé par divers lexicographes grecs. Mais en regardant de plus près l'ostracone, comme nous l'avons fait à mon dernier séminaire, on se rend compte que la lecture ne tient pas et qu'il faut lire, à la place de Georgio to Kardaki, qu'il faut lire Georgio to Katosiomeno. C'est-à-dire, là je vous donne la traduction à nouveau du même passage, Georges le dévotissimus, c'est-à-dire le très dévot, qui est l'adjectif qui est utilisé pour les soldats. Donc ça veut dire que Georges est tout simplement un soldat. Donc Georges, soldat, qui est monté jusqu'ici avec une lettre du famosissimus, du très fameux Charalaniozan, et à la place de to grammatei, le secrétaire, il faut lire en fait métagrammaton, donc avec une lettre. Donc, exit notre second emprunt perse. Le mot perse passé en grec, un seul mot perse donc est passé en grec durant la conquête perse, c'est l'arios. Ce n'est pas beaucoup. Les sources littéraires contemporaines offrent un peu plus de matériel, mais guère plus. Le meilleur exemple, alors il est vrai qu'il n'est pas égyptien, mais qu'il est palestinien, est le dossier hagiographique tournant autour de la figure de sainte Anastase, qui est non seulement perse, mais qui, quittant l'armée, abandonnant le zoroastrisme
pour la religion chrétienne et devenant moine en Palestine, est martyrisé par les Perses en 628. On rencontre dans les différentes pièces de ce dossier géographique 3 mots perses, dont un identique à celui des papyrus dans un passage qui raconte comment Anastase va au-devant du martyr à Césarée de Palestine. Vous avez ici le texte, il y a quelques petits problèmes dans le grec, mais ce n'est pas grave, la traduction est bien lisible. Je vous lis le texte dans la traduction qu'en a donnée Bernard Fusain dans son ouvrage Saint Anastase le Perse et l'histoire de la Palestine au début du 7e siècle, paru à Paris en 1992. Comme il s'était écarté d'eux quelque peu, des cavaliers assis devant le derbas, c'est-à-dire le prétoire du Célarios, l'aperçurent et se dirent l'un à l'autre en leur langue « C'est un espion ». Le bienheureux Anastase, entendant ce qu'ils disaient, tourna les yeux vers eux et leur dit « Quelles sont ces sornettes ? Je ne suis pas un espion, mais un serviteur de Jésus-Christ, et je vaux mieux que vous, car moi aussi, naguère, j'étais un cavalier comme vous. » Eux donc, se levant, s'emparèrent de lui. Le Célarios sortant lui demanda d'où il était, et après avoir examiné son cas en détail, le garda en prison 3 jours, pendant lesquels il refusa d'accepter d'eux quelque nourriture que ce fût, craignant leur fourberie. Lorsque le Marsban fut de retour, car il n'était pas à Césarée lorsqu'on arrêta le serviteur de Dieu Anastase, le Célarios dont nous avons parlé lui fit un rapport sur l'affaire et amena Anastase à son prétoire. Vous noterez la grande proximité linguistique de ce texte avec les documents papyrologiques. C'est la première raison pour laquelle j'ai choisi justement ce passage. On y retrouve le mot Célarios, le Célarios qui désigne un officier, et pas n'importe quel officier, car il bénéficie d'un prétoire. Il s'agit donc du chef des troupes de Césarée. Donc Célarios, mais on y retrouve aussi le mot non perse, Kabbalarios, cavalier, qui désignait, comme ici, les cavaliers perses dans les ordres de livraison de nos documents égyptiens. On y trouve un autre nom de fonction. Je suis désolé, là, je ne sais pas ce qui se passe avec mes diapositives. On y trouve un autre nom de fonction qui est Marsbanas. Marsbanas attesté seulement dans les textes relatifs à Saint Anastase, 38 fois dans le dossier géographique de Saint Anastase, qui correspond au perse Marsban et désigne le gouverneur perse en charge des pays frontaliers, ici des pays conquis. On peut être étonné de voir que les mots Célarios et Marsbanas sont employés absolument sans explication dans le texte. Cela signifie qu'ils correspondaient à une expérience partagée par tous et qu'ils ne nécessitaient pas d'être explicités, d'autant que ce texte, je vous le rappelle, a été écrit peu de temps après les événements qu'il narre. En revanche, le 3e mot perse que l'on retrouve dans le texte fait, lui, l'objet d'une traduction. Il s'agit du mot derbas, qui est glosé dans le texte par le prétoire du Célarios. Et ce mot de derbas est employé dans d'autres textes, en particulier chez Georges Pésides ou chez Siméon le Métaphraste, où chaque fois il est doté aussi d'une traduction en grec. C'est donc à la fois la résidence du Célarios, mais aussi le lieu où il tient ses audiences. Alors, on a dérivé ce terme de derbas d'un mot moyen perse, darbas, qui signifie palais. Je propose de retrouver ce terme dans un texte qui nous ramènera vers l'Égypte, et c'est la seconde raison pour laquelle je suis passé par ce texte de Sainte Anastase. On lit en effet dans l'histoire des patriarches de l'Église copte d'Alexandrie, dans un passage qui raconte l'arrivée des Perses en Égypte et la prise d'Alexandrie, le passage suivant, les lignes suivantes. Les Perses appellent leur commandant
dans leur langue al-Salar, qui signifie émir. Lorsqu'il prit le pouvoir, c'est lui qui construisit à Alexandrie le palais, le texte arabe nous dit Iwan, qui s'appelle Taraous et qui est maintenant appelé le fortin perse, en arabe, Qasr Farisi, qui signifie la maison du roi, Beit al-Malik. Alors, le Salar, qui désigne ici le commandant en chef de l'armée perse, comme je vous l'ai dit, probablement Charwazan, construit un palais qui est appelé dans le texte arabe Taraous. Selon une parfaite symétrie, le mot pourrait fort bien correspondre, avec des déformations inévitables lors du passage du grec ou du copte à l'arabe, au derbas du Salar de Césarée en Palestine. Contrairement à ce que l'on pourrait croire de prime abord, le sens du mot ne calque pas l'équivalent que donne le texte arabe, maison du roi, Beit el-Malik, qui donne ici plutôt le sens général de palais, mais non une traduction littérale du mot perse. La traduction littérale du mot Taraous est donnée par l'arabe Iwan, qui désigne la salle de réception, d'audience, donc la partie publique d'un palais qui se matérialise sous la forme d'un grand porche qui ouvre le palais sur l'extérieur. Et je vous donne ici un exemple avec un Iwan justement sassanide qui fait partie du palais construit par Khosroès Ier à Ctésiphon. Or, le mot perse darbas signifie étymologiquement ayant des portes ouvertes et donc désigne un espace ouvert. On a donc une parfaite correspondance sémantique. Bref, nous tenons là un second emprunt fait par les Gréco-Égyptiens aux Perses durant la conquête. Je dis second et non deuxième car il n'y en a pas de troisième, en tout cas à ma connaissance. Ces deux emprunts, Célarios et Derbas, se limitent au domaine purement institutionnel, nom de fonction, nom de bâtiment officiel. C'est précisément dans ce domaine que se produisirent les interférences les plus superficielles. C'est dans ce domaine qu'on pouvait s'attendre à ce que des conquis empruntent aux conquérants. Une bonne partie d'ailleurs des mots perses cités par les auteurs grecs, Agathias, Jean Lydus, Procope, Théophylax Simocates, le Chronicon Pascal, en contexte sassanide, sont justement des noms de fonction. J'aimerais faire un parallèle avec notre histoire contemporaine. Lors de la dernière occupation que notre pays ait subie, celle des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, situation finalement qui s'apparente à celle de l'Égypte sous la domination perse, aussi bien par le peu de temps qu'elle dura et par les sentiments, que par les sentiments de distance et de haine nourris à l'égard de l'occupant, quels furent les mots que les Français empruntèrent à l'allemand ou utilisèrent? Précisément des noms de fonctions, Führer, Obersturmführer, etc., ou d'institutions, SS, Gestapo, Wehrmacht, et des noms de bâtiments officiels, commandant de tour. On retrouve exactement le même type de termes que ceux que les Gréco-Égyptiens ont empruntés aux Perses. Voilà donc pour les mots perses entrés en grec. Du côté perse, l'évaluation des interférences est plus difficile à faire. Les papyrus Pelvi sont loin d'être tous publiés, je vous l'ai dit, en particulier ceux de la collection viennoise, et ceux qui sont publiés sont souvent fragmentaires et encore imparfaitement compris. Mais d'après le relevé que j'ai pu faire, seulement 2 mots grecs apparaissent dans les documents Pelvi trouvés en Égypte. Le mot que je me garderai bien de prononcer et qui provient du grec litra, qui veut dire livre, et le mot laganag, qui vient du grec lagunos, qui est une mesure liquide. Là encore, vous voyez qu'on a affaire à des emprunts de nature institutionnelle, puisqu'il s'agit de mesures. Si les Perses
on peut emprunter dans les textes qu'ils écrivaient dans leur langue. Il faut néanmoins insister sur le fait qu'ils n'ont pas cherché à imposer aux gréco-égyptiens leur terminologie, en acceptant plutôt de se couler dans celle déjà existante en grec. C'est aussi une autre façon d'analyser la problématique des interférences. On a vu que plusieurs Perses, agents de Charalaniozan, voulaient bien assumer des noms de fonctions typiquement byzantins, comme Cartularios, cartulaire, ou Meizoteros, qui signifie majordome, plutôt que d'obliger les gréco-égyptiens à avoir recours à une terminologie perse. Ils se conforment aussi au système hiérarchique des prédicats honorifiques byzantins en se laissant attribuer des épithètes comme magnificentissimus, très magnifique, ou famosissimus, très fameux. En somme, ils se fondent dans le décor, se coulent dans le moule linguistique et institutionnel du pays qu'ils ont conquis. Dans ces conditions, les gréco-égyptiens n'ont pas été sommés ni tentés d'employer des termes perses, à l'exception du mot célarios et peut-être dans de rares situations celui de Derbas, qui, semble-t-il, d'après le dossier d'Anastase le Perse, s'était déjà imposé dans le grec de la Palestine, ce qui rendait leur implantation en Égypte d'autant plus inévitable. Le fait que célarios désigne en perse un éventail très large de fonctions qu'un mot grec ne pouvait rendre à lui tout seul explique probablement cet emprunt. Pour le reste, rien n'a changé pour les gréco-égyptiens du point de vue de la langue et de l'expression écrite. Ils durent seulement adapter la rédaction des actes au nouveau régime, ce qui se traduisait par d'infimes modifications. Plus besoin, par exemple, de commencer les documents par la formule de datation par l'empereur byzantin, ce qui était normalement une obligation. Quand vous passiez un contrat, il fallait toujours commencer par la formule de datation impériale. Plus besoin non plus d'utiliser les formules de serment par l'empereur auxquelles on a recours dans certains types d'engagements. On remplace, comme on l'a vu dans le contrat de vente en copte, le nom du basileus byzantin par la formule roi des rois, sans prendre même la peine de dire de quel roi il s'agit. Donc vous voyez, c'est tout, et ce n'est pas grand-chose. Mais fallait-il s'attendre à plus? En conclusion, sur l'échelle des diverses formes de multilinguisme, l'époque de la conquête perse nous offre l'exemple d'un degré zéro, ou presque. Les conquérants et les conquis semblent vivre dans des mondes séparés qui, en dépit de certaines frictions ou conflits, continuent à vivre comme avant. Les Perses ne voient dans l'Égypte qu'une source de revenus, mais les documents en Pelvis montrent qu'ils n'ont pas lié de contact au-delà du nécessaire pour assurer l'occupation militaire et l'exploitation fiscale du pays conquis. L'absence de noms gréco-égyptiens dans leur documentation en est un témoignage éloquent. Quant à la population d'Égypte, mue par la crainte, en tout cas au début, et certainement par des préjugés raciaux, elle ne s'est pas intéressée aux Perses, n'a pas cherché à frayer avec eux, ni à parler ou écrire dans leur langue, pour autant que notre maigre documentation permet de le dire. Elle était en cela encouragée par les conquérants eux-mêmes qui, par pragmatisme, je le répète, n'ont pas cherché à bouleverser l'ordre établi et se sont reposés sur les structures existantes en s'accommodant le plus possible et par l'expérience, en s'en accommodant le plus possible, et par l'expérience qu'ils avaient déjà du monde grec ou hellénophone, ont pu, sans trop d'efforts, appliquer cette politique en usant eux-mêmes du grec et en se conformant aux usages sociaux et linguistiques qu'implique cette langue. Les documents bilingues, on l'a vu, sont inexistants, mais on aura néanmoins dégagé pour la première fois des documents que j'appellerais biculturels, en ce qu'ils sont écrits par des Perses en grec, mais selon des usages de mise en page typiques des habitudes sassanides. C'est peut-être le seul exemple, le seul type de croisement qu'on aura pu déceler. Si la conquête perse eut un impact quasiment nul en termes de langue,
et de culture du côté des Gréco-Égyptiens, elle n'en eut pas moins un rôle anticipatif déterminant. Elle prépara la population d'Égypte à cette autre conquête qui allait se produire 15 ans plus tard, mais dont les conséquences allaient modeler ou remodeler de façon irréversible le faciès linguistique et culturel de l'Égypte. Mais ce sera pour le prochain cours. Je vous remercie.